Nous nous trouvons dans l'atelier de Jean Bertol, rue Sainte-Anne à Paris, pour essayer de réaliser ces petits documentaires que nous faisons sur les peintres, donc, si possible, précis, au moins chronologiquement précis, pour suivre l'évolution de ton œuvre. Alors Jean, je compte sur toi pour établir avec moi ces repères. Mais d'abord, tu es né à Dijon, en quelle année? En 1909. Je suis né à Dijon en 1909. Donc tu approches de l'octogénaire. Exactement, exactement. Et rappelle un peu alors, tu es venu à Lyon à quelle époque? Alors voilà, j'ai donc été, disons, très longtemps à Dijon. Après, j'étais à Saint-Étienne où j'ai, disons, fait mon service militaire, et même j'ai été un peu à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et puis, après mon service militaire, je suis entré à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Il est un fait, c'est que mon père était inquiet sur le côté peinture, n'est-ce pas? Et alors, il voulait que j'aie un métier à côté, il avait pas assez raison, mais il m'avait inventé de me mettre chez un notaire, pour être clerc de notaire. Alors, j'ai été clerc de notaire pendant 1 an, n'est-ce pas? Et mon père, qui était un homme très, très bon quand même, m'avait permis, j'allais le matin chez le notaire, et l'après-midi, j'allais à Lyon chez un peintre, d'ailleurs, qui me donnait des leçons, qui était un peintre académique de Lyon, qui s'appelait Bonneau. Ah oui. Tu as entendu parler très bien, oui. Voilà. Alors j'ai été donc là, chez lui, je faisais le va-et-vient entre Saint-Étienne et Lyon. Et puis alors après mon service militaire, alors je suis entré définitivement aux Beaux-Arts de Lyon, et le notaire m'a foutu à la porte parce que je n'étais pas fait pour ça. Du tout. Il ne se trompait pas. Il ne se trompait pas du tout. Absolument pas. Tes parents avaient une formation artistique, des goûts artistiques orientés sur la peinture, pas du tout? C'est-à-dire que mon père faisait un petit peu la peinture, peinte du dimanche, comme ça. Il avait des goûts, et des goûts, évidemment, qui allaient vers les peintres académiques, n'est-ce pas? Ça, il est un fait que j'ai été bercé dans cet académisme-là. Et je dois dire que je l'ai aimé. J'ai aimé Meissonnier, j'ai aimé Henner, j'ai aimé tous ces gens-là. Bourreau, n'en parlais pas. Hein, et alors, j'ai essayé même d'imiter ces gens-là. Et c'est là que j'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, ces buveurs, n'est-ce pas? Et j'avais inventé d'avoir un Suisse d'église tout en rouge, avec un vieux clochard que j'avais récolté, et ils étaient de chaque côté de la table. C'était de la peinture de genre. C'était de la peinture de genre. Ah, c'est ça, oui. Et alors, donc, je suis entré à l'école des Beaux-Arts de Lyon, et devant la décoration de Puvis de Chavannes, j'ai eu tout de même un certain choc. L'école des Beaux-Arts était encore au musée, au dernier étage du musée. Ça qui était d'ailleurs un endroit magnifique avec ce couloir, et là, il y avait donc, on montait l'escalier pour aller à l'école où il y a les Puvis de Chavannes, n'est-ce pas? Et puis, de fil en aiguille, mon père, un jour, m'emmène, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça s'est passé comme ça, à l'exposition de Manet à l'Orange. Et à ce moment-là, alors, il y a eu une espèce de choc dont je me souviens encore, qui était une sorte de joie incroyable d'avoir découvert Manet. Et alors, un voile s'est déchiré devant mes yeux. Et à ce moment-là, tout le reste. C'est le saut de Meissonnier à Manet. Voilà, exactement. D'un seul coup. D'un seul coup, n'est-ce pas, d'un seul coup. Et alors là, évidemment, toute une période où j'étais influencé à la fois de Manet, à la fois de Renoir, au de Van Gogh et tout ça. Et je pense que ce tableau-là, d'ailleurs, en dehors de cet aspect expressionniste qu'on peut lui reconnaître, parce que c'est la vérité, est assez influencé de Van Gogh. Tu comprends, de Van Gogh dans le sens, comment je pourrais dire, assez extraordinaire de certains portraits de Van Gogh qui ne sont pas ça cependant. Mais il y a une influence certainement de ce côté-là. Il y a une jolie matière déjà, hein, parce que tu as toujours été amoureux de la palette et de la belle matière de la peinture. Et que j'ai quelquefois d'ailleurs à la suite, longtemps après, un peu perdu. Et que je retrouve peut-être maintenant, mais il y a eu une période où j'ai perdu cette espèce de truculence qui est de la matière. Cette petite peinture qui est à côté de toi qu'on peut montrer, je crois, est de la même époque. Alors, c'est-à-dire un petit peu avant. C'est 33-34, qu'est-ce que c'est? 33-34, c'est ça, oui. Exactement.
Et là aussi, il y a alors là c'est aussi la même matière, la même... et alors de cette époque-là, j'en ai fait d'autres qui sont malheureusement perdus. Oui, je crois que c'est à propos de cette toile que tu as une anecdote significative sur Bissière. C'est la rencontre, là aussi. Alors là, j'ai rencontré Bissière de la façon suivante, c'est-à-dire que Martin avait une petite réunion et il avait invité Étienne Martin, le sculpteur. Étienne Martin, le sculpteur. Oui. Et alors Bissière arrive avant moi dans cette réunion et il voit cette toile qui était pendue sur un mur et il dit qui c'est qui a fait ça. Alors Étienne Martin lui dit eh bien, c'est Berthold, vous allez le voir. Et c'est à partir de ce moment-là que, alors quand je suis arrivé, il a été très chaleureux. Et alors, c'est à partir de ce moment-là que notre amitié est née. Et il a suivi, je crois, constamment ton évolution, jusqu'à sa mort. Et Jean Berthold, cette peinture, elle est très caractéristique de l'époque du groupe Témoignage. Oui. Alors, tu restitues la chronologie et tu parles un peu du groupe, si tu veux bien. C'est ça. Alors, il y a eu, n'est-ce pas, cette évolution depuis 1934, et tout d'un coup, il y a eu une influence de Jérôme Bock qui donc marque cette toile-là, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'en 1937, le groupe Témoignage est né, à la faveur de l'impulsion qu'avait donné Michaud. D'ailleurs, le titre a été donné par Michaud. Oui, mais Michaud qui avait la galerie Folklore à ce moment-là. Et qui avait la galerie Folklore à Lyon, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le groupe Témoignage a commencé au Salon d'automne, où même cette toile, je suppose, a été exposée, n'est-ce pas? Et là, c'était tout le groupe. Et à ce moment-là, Bissière, Bissière y exposait aussi. Ah, il exposait à Lyon. Oui, première. Et c'est au Salon d'automne à Lyon. C'est au Salon d'automne à Lyon. Alors ça, voilà l'époque Témoignage. Ah oui, puis c'est important parce que c'est la liaison aussi avec Bissière. Oui, mais alors, attention. Bissière a exposé avec nous au Salon du Sud-Est, et après n'a plus voulu. N'est-ce pas? C'est si bien que l'exposition... Sud-Est, pas Sud-Est, automne, hein? Salon d'automne, hein? Automne, c'est ça, l'a précisé. Et après, donc, il y a eu en 1938, parce que nous avons, par l'intermédiaire d'ailleurs de Beyer, connu Brotteaux, n'est-ce pas? Et Brotteaux avait une petite galerie rue des Canettes, et il a fait l'exposition Témoignage avec les Lyonnais et nous autres Parisiens, mais Bissière n'a pas voulu exposer avec nous. Je pense qu'il y a eu un petit peu dissension à ce moment-là, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu au sein du groupe une espèce de méfiance des peintres lyonnais, n'est-ce pas? Pas de ma part. Je ne citerai pas le nom de celui qui a été un peu et a entraîné un petit peu l'écartement de Bissière, qui n'a pas voulu se mouiller avec justement ces Lyonnais qu'il considérait pas très peintres. Voilà. Alors, donc, il n'a pas voulu exposer avec nous. Alors, le groupe Témoignage s'est fait, disons, rue des Canettes, ça a été extraordinaire. On a fait une carte d'invitation qui partait de cartes à jouer que j'avais suivant un peu le tarot, n'est-ce pas? Et là, on a pris le valet de bâton. Et alors, c'était très, très, très étonnant d'ailleurs, parce que j'ai fait la gravure sur bois, n'est-ce pas? Et puis, on l'a tiré à je ne sais plus combien d'exemplaires, et on s'est mis tous autour d'une table, et chacun posait sa couleur. C'est bien que c'était presque un travail à la chaîne qu'on a fait entre copains. Il y avait donc là, c'était chez Stali d'ailleurs que ça se faisait. Il y avait Stali, Étienne Martin, il y avait tout le monde à ce moment-là, et chacun mettait sa couleur. Aussi bien que sur l'affiche d'ailleurs. Alors donc cette exposition a eu lieu, il y a eu tellement de monde que les agents de police sont venus pour barrer la rue, parce qu'elle était comme le magasin, la galerie était toute petite. La galerie Brotteaux, oui, qui était petite. Petite. Alors ça débordait sur... Ça a été vraiment un succès. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que nous avons vu arriver des gens, un personnage d'ailleurs, qui avait vu cette invitation qui traînait dans le ruisseau à Montmartre. Il a vu ça, ça l'a intéressé, il est venu.
nous voir. Donc c'était très amusant. Et puis alors, évidemment, chacun gardait la galerie, parce que Brotteaux ne pouvait pas tout faire. Et un jour, nous nous trouvions avec ma femme dans la galerie, et je vois un personnage avec une femme qui était à la vitrine. Il regarde à l'intérieur, et je dis à ma femme, Picasso. Et Picasso est entré, il est resté 2 heures, et nous, timides comme nous étions, nous n'avons même pas osé lui parler. Il était avec Dramar. Et il a été très, très, très pris par cette exposition. Il est resté, je te dis, près de 2 heures là-dedans, en regardant tout. Et il a d'ailleurs, après la guerre, il a dit à Brotteaux, comment ça se fait que vous ne refaites pas le groupe témoignage. Ah, c'est Oui, un bel hommage, là. Un bel hommage. Mais après, alors, Brotteaux a changé de domicile, si on peut dire. La galerie s'est trouvée rue Bonaparte. Et là, alors en 1939, nous avons fait une seconde exposition témoignage. Et c'est la dernière. Et c'est la dernière. La dernière, après le groupe témoignage, c'est fini. Donc il y a eu l'exposition à Lyon et deux expositions à la Galerie Brotteaux à Paris. Exact. Et après le groupe, 3 manifestations. Oui. Et après le groupe se et après sépare. le groupe, c'est fini. C'est terminé. Alors ça a pu se prolonger à Lyon plus ou moins avec des rajouts, mais ça, c'était plus témoignage. Est-ce que si tu as un trait de caractère commun à choisir pour témoignage, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, je pourrais dire, n'est-ce pas, que ce qu'il y avait, n'est-ce pas, c'est que dans une diversité assez grande des tempéraments, il y avait, que le titre dit, c'est que nous témoignons de notre ardeur, n'est-ce pas, non pas du tout en révolutionnaire, comme on peut le croire, mais notre rapport pictural. Et chacun, dans son tempérament, c'est un témoignage. Et vous portiez témoignage. Témoignage. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bichot avait trouvé ce titre tout à fait adéquat, si je puis dire. Et alors, ce qui aurait pu être commun entre nous, un ton un peu du fantastique, n'est-ce pas? Oui, qu'on trouve tout à fait dans ta peinture. Oui, qu'on a trouvé, et dans les autres chez Le Moyle, un tout petit peu différent du mien, complètement, mais qui existait. N'est-ce pas? Mais enfin, on était très divers, très, très, très divers. Et alors, il y avait les sculptures d'Étienne Martin, n'est-ce pas, qui étaient Calimir Rançon à ce moment-là, et qui était tout à fait. On avait invité une femme à l'époque, je ne sais plus son nom, qui avait fait des sculptures très intéressantes, et qui était avec nous, n'est-ce pas. Et puis, il y avait aussi, alors, le peintre Zellman, qui est mort pendant la guerre, qui était un ami à nous, qui avait fait des choses aussi très, très intéressantes. Jean, à propos de Zellman que tu évoquais à l'instant, est-ce que vous n'avez pas fait avec d'autres un travail en commun à l'exposition? Si, nous avons fait un travail en commun pour l'exposition de New York. Alors, Zellman a eu, comme il avait été architecte, n'est-ce pas, aussi, il avait bien connu des gens comme Zerfus, d'ailleurs que j'ai retrouvé ici à l'Institut, et il a eu la commande du bar du pavillon français à l'exposition de New York. Alors il nous a associés, moi et Le Moyle, pour discuter du plan de ces choses-là, du côté, disons, plastique de ces choses-là. Et nous sommes arrivés à la conclusion suivante, c'est qu'il fallait faire un grand arbre généalogique des vins, n'est-ce pas, sur 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés. Et alors, ça a été une collaboration tout à fait extraordinaire, ce qui n'empêchait pas en même temps de peindre et à ce moment-là, on exposait avec le groupe témoignage. Et d'ailleurs, cette exposition à New York a eu lieu en 1939. Et nous sommes partis, Le Moyle, moi et Zellman, en Amérique, à New York, pendant 1 mois. Et nous allions là-bas pour faire des retouches sur ce grand plafond qui avait été marouflé au plafond, n'est-ce pas, par des équipes de maroufleurs. Et nous allions pour les retoucher. Et finalement, Le Moyle, qui était, alors lui, Le Moyle avait un rôle qui était aussi très important, c'est qu'il était le maîtreur, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a fait.
Et il avait fait ça tellement bien que nous n'avons presque pas eu de retouche à faire. Si bien que nous avons eu un séjour à New York qui était presque des vacances. Nous avons apporté des toiles en espérant pouvoir exposer là-bas à New York. Et nous avons été, ça a été embarqué par la douane, et nous avons eu toutes les difficultés pour récupérer ces toiles, n'est-ce pas ? Nous avons mis 15 jours sur le mois pour récupérer ces toiles. Heureusement, nous étions aidés par une Américaine que connaissait très bien Zellman, qui s'appelait d'ailleurs Madame Lebrun, et qui nous a aidés à faire la paperasserie afin de récupérer ces toiles, chose que quand même la paperasserie française, c'était pour nous absolument étonnant. Alors nous avons tout de même récupéré ces toiles, et comme Zellman avait était juif d'origine, il a été en rapport avec un marchand de tableaux, juif aussi, qui a consenti à nous exposer, à la condition qu'on ne fasse aucune publicité ni d'invitation pour cette exposition. Parce que ça aurait porté ombrage aux Américains. C'était déjà très protectionniste. 39, je crois, hein, 39. La date de cette 39. peinture. 39. Là aussi, c'est une époque différente. C'est une époque différente, et cette époque différente est venue aussi parce que c'est tout de même dans le groupe témoignage que les choses se font aussi. Et il y avait un personnage qui s'appelait Monsieur Raymond, qui était un ami de Martin, mais aussi un ami de Marcel Michaud, n'est-ce pas ? Et il s'occupait beaucoup d'ésotérisme, n'est-ce pas ? Et avec Martin, Beyer et moi, Étienne Martin et Beyer et moi, nous avons, si vous voulez, j'ai été très pris par l'ésotérisme, tout en disant, quand même, pour être complet, qu'on n'a fait qu'effleurer la question. Parce que si on met le petit doigt dans l'engrenage, on y passe le corps entier, et c'est quand même, il faut dire la chose suivante, est passionnant, absolument mais c'est quand même une langue morte, n'est-ce pas ? Et si je m'en suis aperçu après, si je continuais avec l'ésotérisme, je le prenais plus par la lettre que par l'esprit. Donc c'était faux, ce qui n'empêche pas que ça m'a imprégné. Oui, je pense qu'il y a quand même une constante ésotérique dans toute ton œuvre. Et ça m'a imprégné. Seulement sans volonté didactique, si tu veux. Parce que là, il y avait tout de même une volonté assez grande de calquer des thèmes ésotériques, tu vois, qui après n'ont plus été, n'est-ce pas ? Après, tu as eu ton ésotérisme personnel, si on peut dire. Tu as Voilà. toi-même trouvé tes symboles. Voilà, comme ça. Et tes signes, oui. Et des signes, n'est-ce pas ? Exactement. En fonction d'ailleurs des thèmes que je traitais, n'est-ce pas ? Tu as une autre toile, je crois, de la même époque, si on peut la sortir là. Allez, cette toile-là, ici. Alors là, cette toile que nous avons enlevée, c'est sur le thème de la résurrection. Et celle-ci ? Ou du jugement dernier, excuse-moi, jugement dernier. Non, celle-ci, c'est au fond des demeures. C'est des demeures, d'une part, et d'autre part, c'est le signe du Christ, qui est le bon serpent, avec le corps d'or, là il n'y a pas l'or, mais enfin il est jaune, et les intervalles sont vertes, n'est-ce pas, qui ont toujours des répercussions signifiées et significatives dans le symbolique de la couleur. Je ne pourrais pas dire exactement ce que ça signifie maintenant, et tout ça reposant sur les eaux primordiales, qui sont en bas. Oui, voilà, et puis alors ici, c'est une des demeures, d'où ça, enfin, alors l'arc-en-ciel qui joue, le globe terrestre, enfin, ou le globe solaire, enfin, tout ça, ça joue un rôle. Alors évidemment, c'était plus précis quand je l'ai fait à l'époque, maintenant... Tu étais bon alchimiste à l'époque et tu l'es moins maintenant. Voilà, exactement. 42, c'est une sacrée évolution, là, de l'ésotérisme au portrait précis, à la figuration précise. Oui, exactement.
Oui, parce que justement, quand je suis, pendant la guerre, enfin, je suis retourné, comme ça, j'ai retourné complètement la chose, et je suis retourné à une figuration un peu primitiviste, n'est-ce pas? Et il restait quand même quelques symboles. Et puis alors, tout d'un coup, alors il y a eu la série des portraits, et là, il y a donc quelque chose qui s'est passé dans le sens où j'ai abandonné l'ésotérisme pour la figure humaine. C'est une figuration un peu hiératique. Alors c'est une figuration un peu hiératique, un peu hiératique, et qui a duré jusqu'à mon retour à Paris. C'est-à-dire en quelle année? C'est-à-dire 44. Et ça, on peut le préciser, c'est un portrait de famille. C'est le portrait de ma femme et des deux premiers enfants que j'ai eus. Et moi, je me balade dans la campagne avec ma canne. Jean, nous avions évoqué la période lyonnaise, et vers 42, si je me rappelle bien, tu quittes Lyon et tu vas à Gien pour une raison bien précise. Tu es nommé directeur artistique de la faïencerie de Gien. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est pas en 42, c'est en 43. 43, oui, 43. Et là j'ai donc été nommé directeur artistique de la faïencerie de Gien, dans laquelle je suis resté 16 ans. Et évidemment, n'est-ce pas, c'était une industrie assez grosse, c'est pas une poterie, hein. C'était une industrie assez grosse, puisqu'elle avait au moins, à l'époque où j'y étais, près de 1500 à 2000 ouvriers. Donc il y avait des impératifs commerciaux. Alors j'avais des impératifs commerciaux très, très importants, parce que c'était au tonnage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça partait en train entier à destination des clients, n'est-ce pas? Donc il n'était pas possible, dans certains cas, d'aborder les choses trop artistiques, n'est-ce pas? Il n'en était pas question. Il fallait être à la mode, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que j'ai pu quand même, n'est-ce pas, me réserver 3 jours, j'allais 3 jours par semaine, et le reste du temps j'étais à Paris. Pas tout à fait au début, parce qu'au début je suis resté à Gien pour ma famille, parce qu'il y avait des difficultés ici de vivre à Paris, mais dès que j'ai pu, j'ai recommencé le va-et-vient. Et alors, ce travail que je faisais en 3 jours, c'était un travail d'une semaine complète. Et alors, quand j'étais à Paris, n'est-ce pas, je faisais ma peinture, c'est entendu, mais il fallait que j'aille prospecter dans les magasins pour voir ce qui se faisait, quelle était la mode, quel était le but commercial des choses. Et je dois dire que quand je suis sorti de là, et depuis ce moment-là, je ne regarde plus jamais un magasin de vaisselle. Et même quand et quelquefois tu la casses, dans les moments de colère. Oui, absolument. Ah oui, alors, dans un moment de colère, un moment où dans une petite réunion qu'on avait, on avait peut-être bu un peu trop, je prenais les assiettes dans mon buffet et je les foutais je les cassais. Pas par la fenêtre. Pas par la fenêtre, mais et enfin, c'est pour dire que, malgré tout, ça a été, évidemment, une nécessité matérielle, parce que j'avais ma famille, mais ça te mangeait beaucoup de temps. Ça me mangeait d'abord beaucoup de temps, et puis j'étais quand même pas très fait pour être, justement, un commercial, et en même temps, de faire des modèles de cafetière ou de tasse à café, tu comprends. Alors, bon, enfin, j'ai réussi tout de même à faire un service de chasse dont je ne renie pas l'image. Voilà. Maintenant, quand je quitte le faïencerie, je la quitte exclusivement parce que Roch, la galerie Roch et la galerie Bûcher me font un contrat. Ah oui, alors c'est une époque où tu peux, ces années-là de ce contrat, où tu vis complètement de ta peinture et tu ne fais que de la peinture. De 57 à 64, 65, quoi, je vis exclusivement de moi, mais je vis de la peinture. C'est évidemment une période très courte, mais c'est une période où j'ai pu
me vouer totalement à la peinture sans penser à rien d'autre, n'est-ce pas? C'est une période heureuse de ta vie, alors, hein. Ah, c'est une période très heureuse, sauf le moment où Buchet, comme je te racontais, m'a demandé de cesser le contrat. Oui, à ce moment-là, tu es passé chez Rock. Alors, à ce moment-là, c'est Rock qui a repris le flambeau. Jusqu'à la cessation d'activité de Rock, voilà. Enfin, comme galerie, j'entends. C'est-à-dire en 65. 64. Alors, c'est à ce moment-là que tu es nommé à l'École des Beaux-Arts. Voilà. Alors, à ce moment-là, je suis nommé, disons, à la faveur de la mort d'un chef d'atelier. Je suis nommé pour implanter la peinture murale à l'École des Beaux-Arts. Alors là, j'ai monté mon atelier, n'est-ce pas, et je suis resté donc de 65 à 82. Et je crois que tu as aimé être professeur, faire de l'enseignement. Beaucoup. Diriger un atelier. Beaucoup. Énormément. Il y a toute la période avant 68 a été très agréable parce que l'École des Beaux-Arts était vraiment une vraie école, c'est-à-dire que des structures tout en étant très libre. Et on pouvait même presque monter dans cette école une académie libre, si tu veux. C'est toujours considéré d'ailleurs mon atelier comme une académie libre, et à l'intérieur d'une structure. Et puis 68 est arrivé, alors ça a bousculé alors beaucoup de choses, n'est-ce pas? 68 n'est pas du tout une période faste. Et alors, 68 s'est passé, il y a eu jusqu'à 70, ça a été très, très dur, très difficile. Et après 70, alors, est venue une nouvelle génération de gosses ou de jeunes gens qui étaient en 68 des gosses. C'est-à-dire, en fait, les 68A, pour eux, c'était des anciens combattants. Alors à ce moment-là, nous avons repris une période merveilleuse où j'ai eu des élèves très intéressants et auxquels, n'est-ce pas, j'ai essayé d'inculquer ce que je pensais, n'est-ce pas. Et quand tu as pris ta retraite de l'École des Beaux-Arts, tu as continué à enseigner? Oui, alors quand j'ai pris ma retraite de l'École des Beaux-Arts, j'ai toujours eu l'envie de continuer. Alors, je me suis, disons, comment je peux dire, débrouillé pour trouver un local. Et j'ai songé tout d'un coup qu'à l'église Saint-Roch, dans la rue Saint-Roch, il y avait une ancienne école libre désaffectée où il y avait les locaux étaient libres. Alors, j'ai été trouver le curé de la paroisse et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de monter une académie. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a des locaux là dans... Arrivez tout de suite, pour pouvoir enseigner comme il faut et avoir ça. J'ai fait venir avec moi mon massier, André Bouzereau, qui est un excellent peintre et surtout qui est devenu un magnifique enseignant. Et tout le monde dans l'académie l'aime beaucoup parce que c'est un homme qui se donne complètement, qui établit la liaison entre moi et les élèves et entre les élèves entre eux. Alors, comme j'ai de tous les âges, il y a des jeunes, des moins jeunes, et tout ça s'entend admirablement, et s'entend dans si tu veux, dans le problème pictural, n'est-ce pas? C'est ça qui les agite. Tous sont motivés par ça. C'est ça qui rallie tous les âges et toutes les situations sociales, c'est l'amour de la peinture, c'est le souci de la peinture. C'est l'amour de la peinture. D'ailleurs, je te dirais que quand vient des nouveaux candidats plus âgés et qu'on pourrait craindre qu'ils viennent là pour se distraire ou pour tuer le temps, alors je lui dis là, vous êtes dans une académie, que vous soyez amateur ou professionnel, moi je ne veux pas le savoir. Nous sommes ici pour être au cœur du problème, c'est-à-dire au cœur de la peinture, et il n'y a personne ici qui vienne pour se distraire ni pour tuer le temps. On avait parlé de la peinture jusqu'en 42-43. Les années parisiennes, je crois, ont d'abord été dures pour toi. Très dur, très dur.
j'ai eu une période, si on veut, de 43 à 50, où j'ai eu des périodes très difficiles, où j'étais comme dans une impasse, et je n'ai même pas pu peindre Ces années-là pendant ces années-là. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais vu Bissière, où j'avais dit que ça allait mal, et qui m'avait dit, il y a une question, c'est que vous répondez le noir partout, et vous ne considérez pas le noir comme une couleur et une valeur. Et ce qui m'a fait tout de même avancer presque 10 ans de ma vie picturale, parce que j'ai compris quelque chose. Mais il y avait aussi le contenu, c'est-à-dire mon émotion profonde, ma sensation profonde de quelque chose, tu comprends, et comme si j'avais perdu le fil, tu comprends. Et ça a été terminé. Et puis alors tout d'un coup, tu l'as retrouvé là. J'ai retrouvé en reprenant un peu le fil des années d'avant-guerre. Parce qu'en fait, cette figuration que j'avais inaugurée en 41, 42 et fin 42, 43, a été pour moi une chose que je ne nie pas, mais qui était une coupure, quand même, assez forte. Alors j'étais un peu dans le désarroi, n'est-ce pas? Et si bien que là, j'ai renoué avec des choses un peu d'avant-guerre, et puis alors, petit à petit, ça s'est fait, c'est là que je suis entré, alors à la Galerie Buch. Et alors, à cette époque de ta peinture, c'est une époque abstraite ou mi-abstraite, mi-figurative? C'est une époque où je n'avais pas abandonné la figuration totalement. C'est une époque qui était, si tu veux, charnière. Où quand même réapparaissait toujours, si tu veux, comme une figure ou comme un objet, tu comprends? Mais très allusif, très transposé. Et transposé dans une écriture très rigoureuse, dans une structure plastique. Absolument. Il y avait un souci de composition, presque toujours. Géométrie latente, en fait. Toujours. Ça, c'est une chose qui me tient très à cœur. Il y a un souci de composition chez toi. Composition, la construction, la rythmique du tableau. Alors ça, c'est une chose. Et puis alors, petit à petit, ça m'a amené vers la non-représentation. N'est-ce pas? Je ne dis pas l'abstraction, on peut diviser les choses en deux, c'est-à-dire la non-représentation ou non-figuration et l'abstraction géométrique, n'est-ce pas? Alors ça, l'abstraction géométrique pure, je n'ai jamais abordé. C'est plutôt dans le sens d'une non-représentation, comme dit